Tu vois, j'ai souvent parlé en fait de. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Ne tombe pas amoureux de tes projets. Et dans cette vidéo, en gros, j'expliquais oui, c'est bien de persévérer, mais faut pas persévérer dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la persévérance parce que même si c'est un sujet très mainstream, très convenu, finalement, des fois, c'est bien de revenir aux fondamentaux. Des fois, c'est bien de réexpliquer ou de renfoncer des clous, de renfoncer des portes ouvertes parce que finalement, on oublie. Et des fois, tu sais, quand une information est trop mainstream, on a tendance à la mettre de côté, à se dire, ah, tout le monde le dit, ça, tout le monde le sait. Oui, mais on le sait, mais le pratique-t-on? Est-ce que n'était-il pas arrivé de te lancer dans un projet et d'arrêter au bout de 2 mois, au bout de 3 mois? N'était-il pas arrivé de te lancer dans un projet et d'arrêter au premier obstacle? Tu vois, j'ai discuté il y a pas longtemps d'un mec, je discute de la technologie. Et je lui disais, tu vois, et ça je vous l'ai dit aussi en vidéo, je lui ai dit la même chose, je lui ai dit, tu vois, dans la technologie, c'est un business qui a un avantage, c'est qu'on peut rentrer dedans sans diplôme, sans avoir fait de grandes d'études. On peut faire un bootcamp, on peut se former, on peut apprendre par soi-même. Et c'est très bien payé, et en plus, il y a d'excellentes conditions de travail, à savoir le télétravail complet ou partiel. Le seul problème de la technologie, bon déjà, c'est le fait qu'il faut aimer ça, hein. C'est sûr que tu vois les histoires de code, etc. C'est pas fait pour tout le monde. Si t'as pas un cerveau câblé comme ça et que tu n'es pas, t'es pas fait pour ça, que tu n'aimes pas ça, ça va rien de te forcer, ça va te pourrir la vie. Tu dois savoir que quand tu vas entrer dans ce domaine, tu vas tomber, tu vas travailler avec des geeks pour qui, des fois, pour eux, c'est leur vie, d'accord? Pour eux, c'est leur vie. Il y a des geeks qui vont mettre des setups sur leurs ordinateurs qui sont plus compliqués exprès pour se créer des problèmes. Parce que résoudre ces problèmes leur donne de la dopamine. Tu dois savoir se travailler avec des gens comme ça. Si toi, tu n'aimes pas faire du code et que tu es en compétition avec des gens comme ça pour avoir un taf, ça va pas être possible. Donc ça, déjà, il faut être dedans. Mais surtout, même si t'es pas à fond dedans, genre t'es un mec normal, ok, tu sais le faire. Le vrai problème dans cette industrie, c'est les entretiens d'embauche qui sont infernaux. C'est les entretiens. Même si tu commences un entretien aujourd'hui et tu réussis l'entretien, tu obtiendras le job dans 3 mois. Parce qu'il y a le premier entretien, puis le deuxième, puis le troisième, c'est pas aller jusqu'à un quatrième, la position peut être mise en pause, il peut attendre de prendre une décision, le temps qu'il te fasse commencer. Il- Peut-être que toi-même, tu as un mois de préavis à donner à ton job actuel. Ensuite, tu dois commencer ton taf, et c'est une fois que tu auras travaillé un mois que tu toucheras ton premier salaire. Donc généralement, la route est longue. Non seulement la route est longue, mais c'est aussi une route qui est semée d'embûches, parce que les entretiens sont très difficiles, il y a des questions pièges, bon, j'en ai déjà parlé. Mais typiquement, tu vois, voilà une industrie où il y a effectivement une opportunité pour les gens qui veulent faire des reconversions, pour les gens qui veulent se mettre dans quelque chose qui est porteur. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la dureté de ce marché peut très vite se décourager. Ça fait 2 mois, 3 mois que tu enchaînes les entretiens, tu envoies des CV en pagaille. Et tu prends échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Et effectivement, ça peut être très difficile. Il y a des gens qui peuvent être tentés d'abandonner. Et il y a des gens, effectivement, j'entends parler de gens, effectivement, qui ont abandonné leur carrière dans le code pour aller se faire des trucs manuels ou pour aller faire de l'entrepreneuriat, encore, je comprends, mais parce que ça les gavait. Mais c'est vrai, c'est normal, c'est pas pour tout le monde. Euh, Moi, par exemple, j'apprécie beaucoup Enfin, moi, je pourrais travailler en télétravail toute ma vie, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui ont besoin de sortir, de voir du monde. Et le job, effectivement, de développeur, s'il est bien payé, c'est aussi parce que ça correspond pas à tous les profils, quoi. Ça correspond surtout au INTJ, tu vois. Si toi, tu es extraverti, tu aimes parler, bah, rester tout seul devant ta machine avec un casque sur les oreilles à résoudre des problèmes de code tout le temps, il y a des gens, ça peut les bouffer de l'intérieur, quoi. Tu vois. Et ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, et ceux pour qui c'est fait peuvent un peu prendre ça pour acquis, se dire, ah, bah, finalement, c'est pas si compliqué. Ah, mais c'est pas si compliqué parce que toi, tu as un cerveau qui est câblé pour ça. Les persévérances, c'est pas que dans les entretiens d'embauche, c'est aussi bien sûr dans l'entrepreneuriat. Euh, L'entrepreneuriat, la création d'une entreprise, si tu as lu le bouquin Lean Startup, tu sais que généralement, l'idée de base que tu vas lancer ne sera pas l'idée qui sera rentable. Surtout si t'es dans un univers où ça bouge très vite. Évidemment, si tu montes une boulangerie, tu montes un McDonald's, bon, je veux dire, il n'y a pas 150, ou bien ça marche, ou bien ça marche pas, hein. Et encore, parce que tu peux être tenté de changer tes produits, peut-être pas dans le McDo, mais dans la boulangerie, très clairement, tu peux être tenté de changer tes produits. Est-ce que je fais des trucs fait maison? Est-ce que finalement je passe en mode terminal de cuisson? Est-ce que je fais des livraisons à domicile? Tu peux arranger un petit peu. Tu peux trouver une niche particulière. Tiens, finalement, j'ai trouvé qu'en livrant des restaurants, en livrant des hôtels, ça peut être intéressant. Donc tu peux pivoter, même dans une industrie, tu vois, qui est fixée. Mais en partie, quand tu vas te lancer en ligne ou quand tu vas te lancer dans des trucs un peu plus flexibles, où il y a plusieurs axes en fait, bah tu vas devoir tester. Tu vas devoir tester un truc, avoir le feedback du marché. Tiens, ça a fonctionné, tiens, ça n'a pas fonctionné, je recommence, je réitère. Si les marchés trouvent un truc qui marche, je double down. Est-ce que je peux leverage ce qui fonctionne? Est-ce qu'il y a un cap ou est-ce que je peux continuer le leverage ad vitam aeternam, tu vois? Et c'est tout le concept en fait du livre Lean Startup, hein, qui est un vieux livre maintenant, mais
Mais l'idée à l'intérieur, c'est que tu vas lancer un truc et après tu vas avoir des feedbacks marché. Après, tu vas itérer. Tu vas itérer. L'idée de base que tu vas lancer ne sera pas celle qui va forcément fonctionner. Si par exemple tu vas te lancer sur YouTube, tu vas peut-être te lancer avec une idée de chaîne. L'idée de chaîne de base que tu vas lancer, peut-être que 6 mois plus tard, qui a complètement changé. Ou bien tu t'es focus, tu t'es spécialisé dans une niche en particulier, parce que tu as vu que c'est là-dedans que tu peux avoir de l'attraction. Et en parlant de ça, les amis, pour ceux d'entre vous qui me dites oui, mais je veux m'expatrier, mais comment faire pour monter un business, comment gagner de l'argent à l'étranger, je suis esclave d'un CDI. Bientôt, je vais organiser un challenge gratuit en 5 jours, les amis, où on va parler de l'arbitrage locatif, donc comment lancer des appartements sur Airbnb sans en être propriétaire. C'est un challenge 5 jours entièrement gratuit. C'est un business model qu'on peut monter en France et à l'étranger, partout. Il y a des gens qui font ça dans 40 pays différents. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un business sûr, c'est un business sans risque. C'est un business avec une garantie totale de revenus. On n'a pas besoin de faire de prêt, pas besoin d'aller voir la banque. Inscrivez-vous, c'est en description, c'est gratuit. Et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. L'inverse, c'est vrai aussi. Une personne de peut-être percer dans une niche. C'est cette niche qui lui a permis effectivement de développer, de passer de petit à moyen. Maintenant qu'il est moyen, il veut devenir plus mainstream, il va adopter des sujets un peu de plus grand public. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les channels trop mainstream, parce qu'évidemment, quand le gars il est mainstream, il est obligé d'adopter des points de vue et des sujets et de délivrer de l'information qui est digestible par le grand public. Et forcément, c'est digestible par le grand public, pour moi, c'est que c'est du chaussette, c'est que c'est tiède en fait. C'est pas intéressant, je vais pas avoir un edge en écoutant ça. C'est pour ça que moi j'aime bien écouter les trucs plutôt nichés, les petits channels où le gars il peut vraiment dire ce qu'il pense et sans se soucier de se dire ah, mais attends, mais si je dis ça, ça va aliéner 80% de la population. Il est évident, quand on a un large public, on est obligé d'être plus mainstream parce que ou bien on devient mainstream et alors on aliène notre audience de niche, mais on fait plaisir à 90% de notre audience, ou bien alors on reste niché, mais alors on va aliéner 80% des gens qui nous regardent. C'est vrai que sur cette chaîne, tu vois, moi je m'en bats complètement les couilles. C'est vrai que cette chaîne, tu vois, je te parle un petit peu comme à un pote. Tiens, j'ai un sujet qui me vient en tête, une idée, une information, il y a un truc qui m'a trigger, il y a un truc il y a une révélation qui m'est venue, il y a un encouragement, quelque chose, par exemple, il y a une piste que j'ai suivie qui m'a donné des résultats à moi, je te la partage. Il y a un ami que j'ai vu faire une erreur, je te partage l'erreur qu'il a faite. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te l'ai dit, hein, généralement, comme dit le Christ, nul n'est prophète dans son pays. Plus les gens vont être proches de toi, moins ils vont écouter tes conseils. Parce qu'ils vont se dire, ça je le connais, c'est quant à moi, on était un maternel ensemble. C'est pas à lui de me donner des conseils. Y compris si tu as réussi bien mieux qu'eux. C'est paradoxal. Tu te dis, mais moi, je roule en Rolls-Royce, mon pote Kevin, bah, il est en vélo, potentiellement, il peut peut-être écouter mes conseils. Peut-être si je lui donne des conseils pour s'en sortir sur le plan financier, peut-être m'écouter. Non. Ce Kevin, il va se dire, ah, mais Jean-François, j'étais en maternelle avec lui. Ok, aujourd'hui, il roule en Rolls-Royce. Il a juste eu de la chance. Il a eu accès à des opportunités auxquelles moi, j'ai pas eu accès, c'est tout. Lui et moi, on est pareil. Comment je sais qu'on est pareil? On est en maternelle ensemble. Je le connais depuis longtemps, lui. Attends, on a joué à League of Legends ensemble, on a joué à la Xbox ensemble. Il est pas meilleur que moi. Il n'y a aucune raison que je l'écoute. Il y a un autre bouquin qui s'appelle. Euh, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Mais dedans, il apporte ce concept. Le concept suivant, c'est qu'un expert vient de loin. C'est exactement la même chose. L'une des prophètes dans son pays, un expert vient de loin. Et il expliquait que si tu veux, c'est un agent immobilier aux States. Il expliquait que quand il allait prospecter des biens, il s'était spécialisé dans les biens de luxe. Plus il allait prospecter des biens loin, et en particulier en dehors de sa ville, plus il était perçu par un expert, comme un expert. Ce qu'on se dit, c'est un agent. Si c'est un agent immobilier, c'est un local, bon voilà, on est dans le Kentucky, lui-même il vient du Kentucky, voilà, c'est un local, il n'y a rien de spécial. Mais si le gars vient de New York, il vient de Los Angeles, tiens, là c'est quelqu'un de spécial, il est venu de loin. C'est quelqu'un qui a, tu vois, évidemment ton point d'origine est important également, faut pas que tu viennes de Babel Web, mais tu viens de loin, tu vois. Les gens ne savent pas d'où tu viens, à la limite tu peux inventer. Il faut que tu viennes de loin. Quand les gens Il y a aussi une autre phrase qui corrobore cette psychologie-là, c'est ne jamais rencontrer ses héros. En anglais, c'est never meet your heroes. C'est quand tu idéalises quelqu'un, et des fois, tu peux idéaliser quelqu'un, et cette idéalisation va te va te booster. Tu vas te dire, mais comment lui réagirait, comment lui ferait. Lui ne ferait pas telle erreur. Lui, dans cette situation, il serait plus résilient. Et ça te booste de l'idéaliser. Donc ça te donne du positif dans ta vie. Mais le jour où tu rencontres cette personne, tu te rends compte que finalement, c'est un être humain comme tout le monde, même s'il est en jet privé, même s'il est dans les Rolls-Royce. Comme qui dirait lui aussi, j'ai un truc ultra vulgaire à dire, je sais pas s'il faut que je le dise. Pour être poli, lui aussi, quand il va aux toilettes, bah, sa mère, elle touche ses fesses. Hein. Donc, même s'il est milliardaire, ça ne change rien. Il a que 2 pieds. Bref. Donc, tu te rends compte effectivement que c'est un être humain et du coup, tu le désidéalises et du coup, bah, ça fait potentiellement un modèle qui te boostait maintenant qui ne te booste plus. Donc, faut pas rencontrer ses héros à ce qui paraît.
Donc tu vois, c'est des, voilà, ce sont des, comment dirais-je, des trucs de psychologie humaine qui existent de tout temps. On le sait de tout temps et c'est bien de s'en rappeler aussi. Que l'expert vient de loin. Tant qu'à faire, comme je suis sur la lancée des conseils en termes de branding, perception égale réalité. C'est un coach américain, enfin anglais, qui dit tout le temps ça, c'est Dan Peña. Perception égale réalité. C'est très important, la perception est très très importante. Évidemment, quand tu entreprends, tu vois, moi, quand j'ai prospecté mon premier bien pour Airbnb, je suis arrivé en costume. C'était mon premier appartement. J'étais un débutant. Et le gars, quand il m'a vu arriver, c'est dit que ça, c'est un expert. Lui, c'est un mec qui a une batterie d'appartements sur le marché. Lui, c'est un mec qui a un portfolio sur le marché. Lui, c'est quelqu'un de sérieux. Parce qu'il a vu un type arriver, costard, mallette, en plus étranger, vient de loin. Ça m'a donné un avantage. Évidemment, tout ça il y a tout un module consacré à ça dans mon accompagnement Airbnb, où je parle effectivement de tous les add-ons en fait que je vous recommande d'utiliser pour que même si c'est votre première fois, passez immédiatement pour un expert, que ce soit aux yeux de l'agent immobilier, que ce soit aux yeux du propriétaire. Alors, il n'y a pas besoin de mentir, mais simplement, en fait, l'idée clé, c'est de vendre une vision. Euh, il faut que la vision, elle soit grandiose. Tu peux être à la première étape de cette vision. Tu n'es qu'au premier pas. Toi, ton but, c'est d'aller au sommet de l'Everest. Tu as juste mis un pied en dehors de chez toi. Mais ton but, c'est d'aller au sommet de l'Everest. Donc, au lieu de dire, bon, là, ce que je vais faire, c'est mettre un pied en dehors de chez moi, tu dis non. Ma mission, c'est d'aller au sommet de l'Everest. Tu vois? Et tout ce que tu vas faire s'inscrit dans cette vision. C'est la vision que tu dois vendre. Et après, évidemment, la façon dont tu vas te présenter va être très importante. Tout ça est expliqué en détail dans l'accompagnement que je fais avec mes clients. Cela étant passant, pour ceux qui vont me demander pour l'accompagnement, vous avez un lien, un email pour faire du Airbnb. Vous m'envoyez un email uniquement pour les gens très sérieux. Et ceux qui veulent faire du Airbnb par curiosité, vous avez un guide gratuit en description, comme d'habitude. Donc la perception, c'est très important. Tu vois, la perception est très importante. La façon dont tu te présentes, la façon dont tu t'exprimes. Généralement, il vaut mieux parler plus lentement que plus vite. Alors, sur ce point, il y a plusieurs écoles. Il est vrai que certaines études ont démontré que les gens qui parlent plus vite peuvent certaines fois être perçus comme étant plus intelligents. Mais évidemment, d'autres études te montreront que les gens qui parlent plus lentement, déjà en parlant plus lentement, tu peux choisir tes mots, donc tu peux avoir un vocabulaire plus élaboré, et donc tu peux être perçu comme quelqu'un qui a davantage confiance en toi. Donc quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Tu vois. Et je pense que parler lentement, moi je suis quelqu'un qui parle naturellement très vite, il faut toujours que je ralentisse. Et quand j'ai l'impression de parler lentement, en fait, je parle quand même normalement, en fait. Mais je pense que parler lentement a beaucoup plus d'avantages que de parler vite. D'accord? Surtout que quand tu es dans la négociation, quand tu es dans l'humain, le but, c'est pas de perdre ton interlocuteur. D'accord? Le but, c'est pas qu'il se sente perdu, c'est pas qu'il se dise oh là là, lui, il est trop intelligent, il est trop fort, je comprends rien à ce qu'il dit. C'est absolument pas ça. Le but, c'est qu'il ait l'impression qu'il a affaire à un professionnel, mais aussi qu'il comprenne ce que tu expliques. Tu vois? Le but, c'est qu'il ait l'impression qu'il a affaire à quelqu'un qui contrôle la situation. Et quand on parle doucement, ça donne l'illusion que l'on contrôle la situation. Par exemple très simple, imagine une situation d'urgence dans un hôpital. Le patient a quelque chose de très grave. Imagine si le chirurgien commence à parler super vite. Machin, le scalpel, le truc, machin. Pour avoir l'impression qu'il est débordé. Mais s'il parle doucement, avec une voix douce et claire, avec des gens qui lui obéissent, on a l'impression qu'il contrôle complètement la situation. Ça se trouve, lui-même ne sait pas quoi faire. Ça se trouve, lui-même est en train d'essayer. Le patient est en train de crever, on ne sait pas quoi faire. Il est en train d'essayer, le chirurgien, il ne sait pas lui-même. Mais il parle doucement. Il dit une chose une fois. On a l'impression qu'il contrôle toute la situation. Donc la persévérance, les amis. Quel que soit le... Là, on est donc en automne, vous avez forcément des nouveaux projets. L'année reprend, peut-être que vous êtes simplement retourné au boulot, vous avez des résolutions, peut-être que vous souhaitez avoir une promotion, changer de travail, acquérir certaines compétences, faire une reconversion, vous lancer dans le business, faire du Airbnb, pourquoi pas. Vous lancer sur YouTube, pourquoi pas. Il va falloir persévérer. Okay. Surtout sur YouTube. Surtout sur YouTube. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sur YouTube, il n'y a pas besoin d'une grosse audience pour déjà avoir un beau complément de revenus. D'accord? Déjà avoir un beau complément de revenus. Pour ça, évidemment, il faut être niché, il faut être dans des secteurs effectivement qui sont rentables. Mais encore, parce que la dernière fois, on parlait justement de cette personne qui avait réussi à atteindre le million de chiffre d'affaires en ayant une chaîne autour de la couture, autour du tricot.
T'imagines si le mec il fait de l'argent, il est avec sa femme, s'il fait de l'argent dans le tricot, ça veut bien dire qu'on peut faire de l'argent avec n'importe quoi. Je me suis dit, le tricot n'est pas une niche à sous-estimer. C'est pas n'importe quoi. Mais évidemment, tu vois, quelqu'un qui a une niche, une petite audience dans l'immobilier, forcément, il va pouvoir faire de l'argent. Un type qui a une grosse audience, c'est ce que j'explique toujours. Je préfère avoir une toute petite audience dans l'immobilier qu'une très grosse audience parce que je fais des vidéos IA Dark Vador contre Sangori. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est sûr, je fais Dark Vador contre Sangori, je peux avoir le million de vues rapidement. Mais derrière, je suis obligé de monétiser avec la publicité, c'est des centimes, c'est pas intéressant, c'est. Enfin, si tu veux, c'est un business à la chinoise quand on doit faire du volume, s'il n'y a pas de qualité. Non. Il y a hors de question que je me lance là-dedans personnellement, c'est pas ma vibe. Je préfère être dans la transparence, je préfère être dans l'honnêteté, je préfère construire des relations avec des clients qui sont sérieux, avec des gens avec qui je peux vraiment aider à obtenir leurs objectifs, tu vois. Mais au moins, il faut persévérer. Tu cherches un emploi, il va falloir persévérer. Et tu sais, quand je dis qu'il va persévérer, c'est pourquoi? C'est parce que des fois, peut-être que tes skills en entretien sont très corrects. Mais c'est juste peut-être pas le bon moment dans le marché, en fait. Le marché n'est pas ouvert à cette période de l'année. Ça peut être aussi con que ça. Tu es en train de te triturer l'esprit, de te dire, mais attends, mais je sais pas, j'ai réponse à tout, je suis compétent, j'ai les skills, j'ai tout, je comprends pas, j'ai pas le job. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste pas la bonne période. Et si, dans cette période-là, le marché n'est pas ouvert, et donc forcément, il est donc bouché, il y a un surplus de candidats, pour des raisons, pour des raisons purement mathématiques, il y a de peu de chances que tu aies le job. Peut-être que tu étais très bon, mais qu'il y avait aussi 5 mecs qui étaient très bons. Bon, on en a pris un autre. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on nous a dit, bon, bah là, on est typiquement dans la technologie, on a besoin de femmes, parce qu'il faut des women in tech. S'il y a 10 candidats et qu'il y a simplement 9 mecs qui sont compétents et une meuf qui est compétente, on prendra la meuf. Parce que potentiellement, ça fait une belle plante, dans le service. Même si elle est pas belle, bah, ça fait une chatte de plus, quoi. Tu vois, parce que le marché est fermé. Quand le marché va s'ouvrir, tu vas voir, c'est incroyable. Tu fais la même chose que ce que tu as toujours fait, puis tout à coup, tu commences à avoir des offres de partout. C'est peut-être une question de timing. Si tu es dans le business, ça peut être une question d'emplacement aussi. Là, par contre, effectivement, la persévérance n'aidera pas forcément. Moi, je te l'ai dit, quand j'avais ouvert mon café, je l'avais ouvert à un emplacement où il y avait énormément de trafic. Le problème, c'est qu'à cet endroit-là, c'est un trafic qui passait mais qui ne s'arrêtait pas. Parce qu'il y avait une rue très passante, en fait, juste à côté. Effectivement, les gens passaient, les gens empruntaient le passage piéton. Mais psychologiquement, quand on passe à cet endroit-là, à cause du stress des voitures, on n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Et il y avait un autre café qui était dans une ruelle un peu plus loin derrière. Une ruelle beaucoup moins fréquentée. Mais pour le coup, une ruelle piétonne, mais beaucoup moins fréquentée. Bah lui, il tenait le coup. Finalement, dans ces situations, la persévérance n'a pas forcément aidé. Mais il faut quand même persévérer et tester deux, trois trucs pour que tu comprennes finalement, pour que tu puisses faire une boutique. Passer à un autre projet en te disant, ok, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, faut que tu aies persévéré un minimum. Parce que si t'es le genre de mec à t'arrêter au premier obstacle, comment savoir si tu t'es arrêté pour des bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Et si tu es arrêté pour les mauvaises raisons, le risque c'est que tu passes sur une opportunité potentiellement rentable. C'est pas ça, c'est pour ça que moi aussi, j'aime beaucoup Airbnb, je recommande tout ton Airbnb. Parce que là, pour le coup, dans Airbnb, avec tous les logiciels qu'on a à notre disposition, on sait à l'avance effectivement exactement combien on va gagner. Donc il n'y a pas forcément besoin de persévérer. On sait d'avance que quand l'appartement il va être mis à tel endroit, tel nombre de pièces, tel standing, on sait qu'il va rapporter tant. Point. Il n'y a aucun doute dessus. Et si ça rapporte pas, c'est. On sait qu'il y a un problème, je veux dire. On sait qu'il y a un problème. Enfin, ceci étant dit, il n'y a aucune raison que ça rapporte pas, je veux dire. Si tu as fait ton étude de marché, c'est très simple. Hein. J'explique toujours, quand les gens entendent étude de marché, des fois ils ont peur. Ils se disent, mais attends, ça va être. Non, non, non. Tu as des logiciels, tu tapes le nom de la rue. Tu te montes, il y a 5 Airbnb dans cette rue, tu peux voir à quoi ils ressemblent. C'est les 2 pièces, ils rapportent tant en moyenne. Tu sais que si tu trouves un Airbnb avec un loyer intéressant par rapport à ses revenus, tu sais que tu vas gagner tant. Après, tu prends ton tableau Excel, dedans tu mets ton loyer, tes charges, femme de ménage, tu vois si c'est rentable pour toi ou pas. Moi, pour être très sage, je recommande un revenu qui soit 2,5 fois plus élevé que le loyer. Bon, tout ça est expliqué en long, en large et en travers de mon accompagnement, mais je vous donne quand même des tips gratuits pour ceux qui sont juste curieux, qui sont pas forcément envie de passer à l'action tout de suite, mais qui sont curieux. Et également, vous avez le guide gratuit en description. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec ce business model, c'est que il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y a aucun risque. Le seul risque, c'est que tu prennes ton logiciel d'études de marché, ça va te coûter, je crois que c'est 10 euros. Ok. Et tu vas étudier, tu vas dire, ok, c'est pas rentable dans ma rue. Okay, tu as perdu 10 euros. Tu sais, il y a des gens qui investissent 300 000 euros dans un restaurant, ils les perdent. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, c'est un business où finalement, alors là où la persévérance est importante de Airbnb, ça va pas être dans le. Une fois que tu as ton appartement et que tu as fait ton étude de marché, tu sais que c'est rentable, tu sais que tu vas gagner de l'oseille à rien faire. Mais là où il faut persévérer, c'est pour chercher les appartements. Tu vois. Parce que le premier propriétaire ne va pas forcément te dire oui. Alors les gens se font une montagne de ça. C'est impossible de convaincre un propriétaire. Mais bien sûr que c'est possible. Si tu as avoir 10 propriétaires, c'est sûr qu'il y en a un qui va dire oui. À partir du moment où tu as les bonnes méthodes. À partir du moment où tu as les bonnes techniques. Tu sais quoi dire. Tu sais comment présenter le projet. C'est sûr que si tu vas là-bas et que tu arrives en disant voilà, j'aimerais utiliser votre appart pour faire Airbnb, ça vous dérange pas, c'est mort. Faut que tu présentes la chose. Faut que tu montres au propriétaire en quoi c'est à son avantage. Faut que tu aies l'air d'être un expert, d'être un professionnel évidemment. Et si tu as toutes ces méthodes-là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un mec qui va dire oui. Quand je dis à un moment donné, c'est pas dans 10 ans. C'est genre tu vas en voir 10, franchement tu vas en voir 5. C'est sûr qu'il y en a un qui va dire oui. Il y en aura peut-être 2 qui vont dire oui. Il y en aura peut-être 3 qui vont dire oui. Peut-être qu'il y en a 5 qui vont dire oui, tu ne sauras même plus quel appartement choisir. Ça m'est déjà arrivé. C'est là que la persévérance se joue. Également, la persévérance, c'est pas forcément persévérer dans le business, mais ça peut être persévérer dans la vie. Parce que peut-être qu'en démarrant une activité, tu as déjà un boulot à temps plein, tu as déjà une famille, tu as déjà des enfants. Alors, il faut ouvrir la société, il faut faire ceci, il faut faire cela. Peut-être tu vas vouloir des cartes de visite. Tu vas avoir une checklist de choses à faire. Au début, tu as la motivation, tu commences à mettre les choses en place. Au bout d'une semaine, 2 semaines, ta motivation baisse. Et c'est pour des bêtises. Des fois, tu dis simplement, OK, il faut que j'imprime les. Mettons que tu imprimes mon accompagnement et je te donne les supports marketing que je te recommande d'apporter pour convaincre le propriétaire. Bah, c'est rien parce que je te les donne. Mais bon, il faut quand même les imprimer. Peut-être t'as pas d'imprimante chez toi. Bon, il faut aller à l'imprimante du coin. Ça te prend 15 minutes, mais tu procrastines. Ah, je le ferai demain. Tu perds la motivation. Donc tu vois, c'est rien. Hein. C'est juste, tu sors de chez toi, tu vas le faire. Mais quand on a les enfants, quand on a le boulot, quand on a la fatigue, quand l'automne commence à arriver, on peut commencer à remettre les choses au lendemain. Des bêtises. Il suffirait de le faire. Mais on procrastine. Et des fois, persévérer, c'est simplement lutter contre la procrastination. Tu veux que je te donne une technique pour lutter contre la procrastination? La tâche que tu as à faire, tu te poses la question. Quelle est la micro-étape la plus simple à faire en direction de cette tâche? Et tu fais cette micro-étape. Parce qu'en fait, la procrastination, c'est un problème en termes de décision. C'est le fait de décider de faire une chose. Et on décide de ne pas la faire, on la remet à plus tard, parce qu'on s'en fait une montagne. Par exemple, tu as besoin de faire des impressions, tu n'as pas d'imprimante chez toi. La première étape, c'est peut-être simplement de taper imprimerie sur Google Maps. Et te dire, ok, l'adresse c'est là, c'est à 15 minutes de chez moi, c'est à 10 minutes de chez moi. Ok, c'est à telle station de métro. Simplement, c'est ça la première micro-étape. Une fois que tu as fait ça, tu vas voir que tu es rentré dans un process et ce sera beaucoup plus facile de passer à la deuxième micro-étape une fois que tu as fait la première micro-étape. C'est la métaphore qui est utilisée en permanence. Tu procrastines parce que tu veux pas ranger ta chambre. Simplement, dis-toi que tu vas ranger ton bureau. Ton bureau, il y a trop de choses à ranger. Simplement, dis-toi que tu vas ranger un tiroir. En utilisant cette méthode, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile de lutter contre la procrastination. Tout chemin commence par un pas. Ne crains pas d'être lent, crains de stagner. Proverbe chinois. Ne crains pas d'être lent, crains seulement de stagner. Dans la nature, la stagnation n'existe pas. Ou bien on progresse, ou bien on régresse. Je te mets au défi de trouver un organisme vivant qui est en stagnation. Ou bien on progresse, ou bien on régresse. Pour ceux d'entre vous qui avez une vie spirituelle, c'est la même chose. Spirituellement parlant, on est toujours en progression ou en régression. On n'est jamais en stagnation. À chaque fois qu'on commence à stagner, on régresse. Si vous faites de la musculation, vous savez que c'est pareil. On ne stagne jamais. Il peut y avoir des périodes de plateau, mais en réalité, même dans ces périodes de plateau, ce qui se passe, c'est que le corps, il est toujours en train d'essayer de diminuer la masse musculaire. Et vous, à chaque fois que vous y retournez, vous la réaugmentez. Et ça crée un aller-retour comme ça qui vous donne l'illusion de stagner. Mais arrêtez de vous entraîner simplement un mois, vous allez voir que directement, vous commencez à avoir la masse musculaire qui diminue. Pourquoi le corps cherche-t-il à éliminer la masse musculaire? C'est simple parce que, de son point de vue, s'il n'y a pas d'exercice physique, en fait, du point de vue du corps, entretenir des muscles ne sert à rien, ça fait perdre de l'énergie. C'est pourquoi il faut constamment se réentraîner pour dire au corps, si, il faut les garder, ces muscles qui sont importants. C'est un autre sujet, mais c'est pour vous montrer que dans la vie, en fait, on ne stagne jamais. Ou bien on progresse, ou bien on régresse. Ne craignez pas de progresser lentement. Il vaut mieux faire un petit pas que de se dire non, non, je vais tout faire d'un coup, mais procrastiner. Je suis intéressé de savoir dans quel projet vous êtes en ce moment, les amis. Si en cette période automnale, je crois qu'on dit automnale, hein,
vous avez démarré un nouveau projet, ou vous êtes remis dans un projet, vous avez des résolutions, mettez-les-moi en commentaire. Comme ça, ou bien ça me donnera des idées de vidéos, ou bien tout simplement, je pourrais vous remercier. Comme d'habitude, hein, les amis, pour ceux d'entre vous qui souhaitez vous lancer dans Airbnb, vous pouvez m'envoyer un email. Vous avez l'email en description. Je sais pas exactement quand c'est que j'ai posté cette vidéo, donc peut-être qu'au moment où vous enverrez l'email, il y aura plus de place. Mais même s'il y a plus de place, ceux qui ont envoyé un email avant seront recontactés avant, quand les places s'ouvriront, pour participer à l'accompagnement. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de place? Seulement parce que comme c'est un accompagnement en one-one, comme ça, coaching one-one, que je suis obligé de suivre les gens, que je suis obligé d'aider les gens, je vais pas faire avec tout le monde en même temps. Ok? Et pour ceux d'entre vous qui êtes, attention, ça c'est uniquement pour les gens qui sont très sérieux. Pour ceux d'entre vous qui êtes simplement curieux ou qui voulaient le faire par vous-même, vous avez un guide gratuit en description. Voilà. J'ai terminé ce petit cigare, les amis. On a un beau soleil là, avec un vent. C'est très agréable. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Père Digital. Ciao.